Alors bonjour, je m'appelle Dominique Dumas, je suis de Pont-Rouge et avec mon conjoint Frédéric Lebel, on est copropriétaire de la ferme À l'Herbe Bouvillon de Pâturage. Donc c'est une ferme qu'on a fondée en 2006. Nous, on est arrivés, ça faisait longtemps là, qu'on voulait s'établir en agriculture. Dans le fond, si je retourne là, à la genèse, si on veut, moi j'ai grandi à Val-de-l'Air, donc en banlieue. Je suis pas née sur une ferme, mes parents n'avaient pas de ferme, mais mes grands-parents en avaient une. Donc, mes oncles ont pris la relève, c'est une ferme laitière là, qui est dans le bas du fleuve. Puis quand j'étais à l'adolescence, bien, j'allais faire des petits séjours à la ferme, là, puis ça m'a toujours intéressée. Donc, quand est venu le temps de choisir mon parcours professionnel, j'ai voulu faire une technique en agriculture. Puis finalement, quand on n'est pas relève désignée, là, c'est pas tout le temps facile. Donc, je suis allée faire une technique en biologie. Mais pendant l'été, pendant les stages, je travaillais dans le domaine agricole pour le MAPAC ou pour l'IRDA. Puis, à la fin de mon DEC en bio, j'ai travaillé comme technicienne de recherche là, en horticulture maraîchère. Puis, après quelques années, là, j'ai décidé de poursuivre dans mes études agricoles puis d'aller faire mon bac à McGill en agronomie. Et c'est là que j'ai connu Frédéric dans une file d'attente pour des burgers. La première, oui, Frédéric pour mon conjoint, la première journée de l'université. Donc, à partir de ce moment-là, bien, on s'est mis à établir des plans là, pour pouvoir s'établir en agriculture ensemble. Puis après avoir cherché une terre là, pendant quelques années, là, à la fin de notre bac, c'est ici à Pont-Rouge là, qu'on s'est établi. Donc, quand on est arrivé, ici, c'était un champ de maïs ou de grande culture à la grandeur. Donc, il n'y avait pas de maison, pas de bâtiment, pas de clôture, pas d'eau, pas d'électricité. C'était vraiment juste un champ. Puis, petit à petit, là, on s'est mis à ajouter à chaque année une chose de plus là, dans le contexte. Donc, ce qui est un peu particulier, c'est qu'au début, c'était pas du tout l'élevage qu'on voulait faire. Nous, on s'enlignait pour faire des paniers de légumes en agriculture soutenus par la communauté. Donc, c'est ce qu'on voyait qui était plus réalisable comme plan d'établissement en agriculture quand on n'était pas, comme nous, là, on n'était pas relève. Donc, on s'était vraiment monté un plan d'affaires. On avait suivi à Saint-Raymond là, le cours de lancement d'entreprise. On avait un plan d'affaires qui avait même gagné le concours québécois d'entrepreneuriat au niveau régional ici dans Port-Neuf. Puis, on s'enlignait là-dessus. Donc, on avait quand même dans notre plan d'affaires un petit peu de bovin pour avoir du fumier, pour faire du compost, pour mettre dans nos légumes. C'était vraiment faire cycler la fertilité. C'était ça le contexte. Puis, finalement, bien, donc, dès le départ, là, on avait 5 veaux au pâturage l'été. Puis, d'année en année, bien là, au début, c'était juste pour nous, notre famille proche. Après, des amis, des voisins, des collègues de travail. Puis là, elle est bonne ta viande, je peux t'en avoir moi aussi. Puis finalement, de fil en aiguille, là, le troupeau grossissait petit à petit, d'année en année. Puis, nous, en même temps, on apprenait, parce que c'était un peu nouveau, le bovin de boucherie pour nous. Là, on n'avait pas de grande expérience là-dedans. On apprenait à chaque année sur comment bien prendre soin des bêtes, mais aussi comment bien les intégrer pour avoir le moindre impact environnemental possible. Donc, pour que cet élevage-là soit le plus écologique possible, puis que ça soit cohérent là, au niveau environnemental. Donc, en 2016, on était rendu là, à 15 ou 20 bovins. Puis, j'ai écouté un TED Talk d'un monsieur qui s'appelle Alan Savory, qui est un chercheur en Afrique qui travaille beaucoup sur la désertification. Puis, lui, il a fait, il a prononcé un discours sur la place des animaux pour lutter contre la désertification puis lutter contre les changements climatiques. Donc, à l'heure où on se dit, là, les changements climatiques, c'est réel, hein, on le sait, on le voit, on pense tout le temps que c'est loin de nous, mais de plus en plus, là, on a le nez dedans. Puis, on met beaucoup la faute sur les animaux, sur l'élevage, les ruminants, encore pire. Puis, on dit, c'est des grands émetteurs de méthane. Mais dans le fond, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les animaux ont vraiment leur place dans nos écosystèmes, particulièrement les ruminants, parce qu'ils vont aller transformer en protéines une herbe que nous, les humains, on n'est pas capable de prendre. Puis ils vont, par le fait même, fertiliser les champs puis ajouter de la matière organique dans nos sols. Donc, notre focus, là, c'est vraiment l'agriculture régénérative. Donc, ce qu'on veut, c'est redonner vie au sol, c'est de créer des sols qui vont être résilients, malgré les aléas là, du climat, qui vont être capables de produire de la nourriture pendant longtemps.
Donc, à chaque fois qu'on laboure un sol, qu'on le retourne, il y a de la matière organique qui s'oxyde puis qui s'en va dans l'air. Donc, c'est du carbone qui retourne dans l'air, alors qu'un pâturage permanent comme le nôtre n'est jamais retourné. Donc, les animaux, bien, ils vont prendre les fourrages, puis il va y avoir du fumier qui va sortir à l'autre bout. Quand les animaux sont directement au champ, bien, le fumier est répandu par lui-même au champ. Puis, quand on a un environnement qui est vivant, un sol qui est vivant, il y a toutes sortes de micro-organismes qui vont incorporer ce fumier-là dans le sol, puis qui va être ensuite, là, les éléments nutritifs vont être captés par les plantes, qui vont faire des racines profondes, puis il va y avoir une accumulation de matière organique dans le sol. Puis ça, c'est super important. Donc, la matière organique, ce qu'elle fait, elle agit comme une éponge. Donc, premièrement, quand il y a de l'eau qui tombe, au lieu de ruisseler sur le dessus, comme un sol à nu, ça va être capté par la matière organique qui va gonfler d'eau, si on veut, le sol, puis qui va le libérer tranquillement dans les périodes de sécheresse. Donc, au niveau de l'eau, c'est super important. C'est aussi une source de nutriments là, pour les plantes. Et c'est aussi, c'est ça, une source de carbone. Donc, la matière organique, c'est du carbone qui est stable dans le sol, puis qui va rester là sur une longue période. Donc, vraiment, c'est ça le focus. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos animaux, bien, sont toujours au pâturage. Donc, dès que possible, le printemps, là, dès que les deux feuilles sont sorties, que les gens commencent à tondre leur pelouse, nous, c'est les animaux qui s'en vont au pâturage. Puis, ils vont y rester, là, aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre, les animaux sont encore au pâturage. Donc, ils restent le plus longtemps possible jusqu'à l'automne, tant et aussi longtemps que le sol le permet. Donc, ça ne devient pas trop dommageable pour le sol d'avoir des animaux dans le champ, puis que les animaux peuvent avoir de l'eau à boire aussi. Parce que là, à un moment donné, le gel devient un élément limitant dans notre système. Mais, ça pour dire que les animaux sont au pâturage, oui, ça arrive, toute la saison. Ce qu'on fait ici, on appelle ça du pâturage rotatif haute densité, du mob grazing en anglais. Donc, on essaie de reproduire les comportements naturels des grands troupeaux de ruminants. Donc, quand on pense aux bisons, quand on pense aux antilopes en Afrique, c'est des gros troupeaux qui sont continuellement en mouvement. Donc, ils se déplacent pour résister aux prédateurs, si on veut, là. Mais ils se déplacent aussi parce que leur propre odeur les répugne. Donc, ils vont revenir à la même place après une longue période de temps. Puis ça donne bien parce que cette période-là, ça permet aux plantes de se reposer puis de recommencer à croître. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ici. Sauf qu'au lieu d'être des prédateurs, bien, c'est nous et des clôtures électriques, comme vous voyez ici. Donc, le troupeau est changé de place en moyenne 4 fois par jour durant la saison de croissance. Donc, on leur donne un petit espace, mais on les change de place souvent. Donc, ça, l'objectif, c'est de permettre à la plante de jamais avoir une trop grande pression. Donc, la plante n'est jamais broutée plus qu'à la moitié, là. Donc, aussitôt que le troupeau est retiré, tout de suite, elle recommence à croître, puis ça donne un pâturage qui est vraiment productif. Ensuite, ça donne un épandage de fumier, si on veut, qui est uniforme. Hein? Quand les animaux sont au pâturage, on n'a pas besoin de tracteur pour épandre le fumier. Ça, c'est génial. C'est les animaux qui s'en occupent. Mais en ayant des petites superficies qu'on déplace souvent, bien, le fumier est répandu uniformément. Puis ça, bien, c'est super bon pour le pâturage. Puis pour les animaux, bien, c'est bien parce qu'ils ont tout le temps accès à de l'herbe fraîche. La partie la plus nutritive, là, c'est le dessus de la plante. Hein? C'est ce qui est le plus proche du soleil, c'est ce qui est le plus sucré, le moins fibreux. Donc, c'est ça qu'ils mangent en premier. Puis après ça, ils sont déplacés. Donc, 4 fois par jour, c'est comme si on leur offrait une belle assiette de salade fraîche. Donc, j'ouvre la clôture, ils traversent, ils mangent. Donc, sans avoir recours à aucun facteur de croissance, aucune hormone, bien, ils vont avoir des gains de poids qui sont super intéressants. Puis quand les gains de poids sont intéressants, bien, ça donne une viande qui est intéressante pour ceux qui la mangent. Donc, ça aussi, là, c'est quand même important. Est-ce que tu veux nous en parler de cette viande-là? Il semblerait que AEW achète cette viande-là pour leurs clients. Oui, c'est ça. Bien, AEW, depuis quelques temps, là, je pense depuis l'année passée, font des burgers à partir de bœuf à l'herbe. C'est pas notre bœuf à nous parce que nous, dans le fond, notre mise en marché est vraiment directement aux clients. On n'est pas du tout dans la restauration, on n'a pas du tout le volume pour fournir de toute façon une chaîne comme celle-là. Mais je trouve ça bien qu'AEW ait conscience de l'importance d'une agriculture régénératrice, puis qu'il fasse l'effort de s'approvisionner
en bœuf à l'herbe. C'est sûr que là, pour l'instant, malheureusement, la viande n'est pas locale. Donc, ça vient de l'autre bout du monde. C'est un peu l'œuf ou la poule. Quand la demande est là, bien, l'offre suit. Donc là, ils essaient de créer un mouvement. J'espère que ça va leur réussir puis qu'ils vont pouvoir très bientôt s'approvisionner auprès d'éleveurs locaux. Mais pour l'instant, là, ça vient de l'autre bout du monde. Donc, mais quand même, ils font parler beaucoup, ils font de la pub autour de ça. Les gens commencent à dire « Ah, ben c'est normal, c'est pas tout le temps comme ça. » Il y en a qui disent « Ben c'est de la fausse représentation, des bovins, c'est tout le temps à l'herbe, du bœuf, ça mange tout le temps de l'herbe, c'est normal. » Mais non, dans un parc d'engraissement, là, un bœuf, ça va manger entre 75 et 80 de sa ration qui va être constituée de maïs. Puis le problème avec ça, c'est que le maïs, il n'aura pas été cultivé dans les terres autour. Là. Souvent, le maïs, il va venir de loin. Puis le fumier des bovins, qui est toute la fertilité, dans le fond, qui devrait retourner dans les champs qui ont fait pousser la plante qui nourrit les bovins, bien, c'est pas ça qui arrive. Là. Le cycle, il est brisé. Puis le fumier, il n'est jamais retourné dans les champs qui a fait pousser le maïs, qui a nourri ces animaux-là. Donc là, on vient dans un problème de fertilité où autour des parcs d'engraissement, il y a trop de nutriments. Puis là où il y a du maïs qui est cultivé, il n'y en a pas assez. Donc là, on utilise des engrais chimiques pour donner de la fertilité dans les champs pour produire du maïs, pour concentrer ça près des parcs d'engraissement où là, c'est beaucoup trop concentré comme nutriments. Ça fait de la pollution, ça pollue les rivières, ça pollue les sols. Donc, en ayant un cycle là, vraiment plus court, plus fermé, des animaux qui sont au pâturage, ils consomment l'herbe et ils fertilisent la même herbe en même temps. Donc, on comprend là, que la boucle est fermée. Maintenant, cette année, vous avez combien d'animaux? Vous avez eu combien d'animaux? Cette année, on avait 68. Là, on a implanté aussi des nouveaux pâturages grâce à une entente avec le voisin. Là. Donc, on est vraiment contents. On a pu établir 40 acres de nouveaux pâturages. Donc, l'année prochaine, on devrait pouvoir accueillir 85 bovins. Puis, dans 2 ans, on vise le 100. Est-ce que ça demande beaucoup de travail? Là, vous voulez changer de champ, de partie. Mais à part ça, c'est quoi le travail? Est-ce que ça prend de la machinerie? Très peu. On vise vraiment à utiliser le moins de machinerie possible. On a quand même un tracteur parce qu'en début et en fin de saison, on donne du foin. Donc, ça prend un tracteur pour déplacer les balles de foin puis faire des petites opérations. Mais le moins on l'utilise, mieux je me porte. On vise vraiment à ce que tout soit fait à pied. Donc, les animaux vont récolter eux-mêmes. Tu sais, quand ils sont au pâturage, là, c'est eux qui récoltent eux-mêmes leur nourriture. On évite toute la machinerie qui est associée à la récolte de foin. C'est eux qui vont fertiliser les champs par eux-mêmes. Donc, on n'a pas d'épandeur à fumier. On n'a pas... C'est vraiment, là, c'est nos 2 jambes, nos 2 bras. Puis, un système de petits piquets avec des dévidoirs, là, des clôtures électriques. Donc, c'est un peu ça. Le gros du travail, c'est l'entretien des clôtures, le déplacement du troupeau. Mais tout se fait à pied. Puis, pour moi, c'est un contexte beaucoup plus agréable. J'aime 100 fois mieux me promener, puis je pourrais même dire 1000, me promener à mettre des petits piquets puis établir des clôtures temporaires qu'à aller me graisser les mains à entretenir un tracteur. Nous, on s'est créé un site web, donc toutes les commandes passent par le site web. Donc, les gens vont réserver, typiquement, là, les gens vont réserver au printemps pour la viande qui va être livrée à l'automne. Nous, comme je le disais, là, c'est vraiment basé sur le pâturage, donc c'est un élevage qui est saisonnier. Tous nos abattages ont lieu à l'automne, entre septembre et la fin novembre. Donc, les gens vont réserver leur animal à l'avance. Donc, ils vont réserver soit un quart, un demi ou un bouvillon entier. Au printemps, ils vont nous donner un dépôt. Puis, on va élever le troupeau pour eux. Puis, rendu à l'automne, bien, j'appelle chacun de mes clients puis je leur dis de quelle façon vous aimeriez votre viande. Comment vous voulez que ce soit découpé? C'est quoi vos préférences en matière de coupe, la grosseur des steaks, l'épaisseur des steaks, la grosseur des rôtis? C'est vraiment complètement personnalisé. Moi, je remplis une feuille que je remets au boucher. Puis, le boucher va découper la viande vraiment selon les désirs du client. Le boucher vient ici? Non, le boucher, dans le fond, il est à Deschambault. C'est la coop des viandes de Deschambault là, qui est notre principal fournisseur de services de boucherie, si on veut. Là. Donc, ça prend un établissement qui est inspecté, qui respecte les normes de salubrité du MAPAC et tout ça, puis quelqu'un qui a les compétences là, pour bien découper la viande, ce que je n'ai pas. Donc, on fait affaire principalement avec la coop des viandes de Deschambault. C'est eux qui viennent le chercher?
Non, dans le fond, quand les animaux partent d'ici, là, on a un transporteur qui vient les chercher, donc dans une remorque qui les amène à l'abattoir. De l'abattoir, l'abattoir a son propre camion réfrigéré qui ramène les carcasses à la boucherie de Deschambault. Puis là, ils vont vieillir à peu près, la viande va vieillir à peu près 2 semaines là, dans une salle de maturation à température et humidité contrôlée pour s'assurer d'aller chercher vraiment tout le maximum de saveur et de tendreté de la viande. Puis c'est après là, que le boucher va découper. La première chose qu'on va constater quand on va prendre un morceau de viande qui a été élevé au pâturage, c'est que c'est une viande maigre. Hein? Il n'y a pas énormément de glucides là, pour aller déposer beaucoup de gras. Donc oui, il va y avoir un persillage, mais il n'y aura pas une grosse couche de gras là, superficielle. Donc à la base, c'est une viande maigre et le gras qu'il va avoir, il va être un peu plus jaune que ce qu'on voit normalement là, dans les étals d'épicerie. Puis ça, dans le système de classification standard, ça fait déclasser la viande. Donc, dans les standards de qualité là, qui datent de plusieurs décennies, là, le gras doit être blanc. Donc, un animal qui broute au pâturage va manger toutes sortes de végétaux qui contiennent eux-mêmes des pigments. Ça va manger des fleurs de pissenlit, toutes sortes d'affaires. Ça va faire en sorte que le gras est plus jaune. Donc là, la viande déclasse. Pour nous, ça n'a absolument aucune importance parce que notre clientèle, c'est une clientèle directe. Puis, tous ceux qui achètent chez nous sont, non seulement, ça leur importe peu qu'il y ait du gras blanc ou un peu jaunâtre, mais sont même contents parce qu'ils savent que la teinte jaunâtre est associée à un meilleur ratio d'oméga 3, oméga 6. Donc, c'est juste un gage de qualité là, que la viande est meilleure pour eux. Dans le fond, notre clientèle, on l'a acquis un peu au fil du temps. Hein? Au début, c'était juste nos frères, sœurs, nos parents proches, nos amis, les voisins de ces derniers, les collègues de travail de ces gens-là. Donc, ça a été énormément de bouche à oreille. C'est juste en 2017 qu'on a eu notre site web. Donc, de 2007 à 2017, pendant 10 ans, là, c'était uniquement du bouche à oreille. Puis, je dirais que même avec notre site web, c'est encore beaucoup de bouche à oreille. Quand on demande à nos nouveaux clients « Où avez-vous entendu parler de nous? » il y en a quelques-uns qui vont dire « Ah, ben nous, on voulait vraiment de la viande à l'herbe, on a cherché sur Google, on vous a trouvé. » Mais la plupart vont dire « Ben j'ai goûté votre viande chez mes amis ou j'ai goûté votre viande chez ma sœur, puis on a tellement aimé ça, on a décidé de vous encourager puis d'aller chercher nous aussi là, une viande à l'herbe. » Donc, c'est encore le bouche à oreille là, qui est notre principale façon d'aller chercher des nouveaux clients. Bien, c'est une viande qui est très savoureuse. Hein? Fait qu'à la base, c'est sûr que ça goûte le bœuf, mais c'est un peu... c'est une saveur qui est quand même délicate, mais c'est pas que c'est une viande qui est maigre, donc c'est pas une viande qui est très grasse. Donc oui, on retrouve là, la bonne saveur du bœuf, si on veut, là, oui. Tu sais, on dit toujours que c'est le gras qui fait la tendresse de la viande. Est-ce que c'est tendre quand même? Oui, bien c'est le gras et l'âge aussi de l'animal. Donc, un animal qui est vraiment, bien, qui est abattu quand même assez jeune, nous, ils ont entre 14 et 16 mois là, en moyenne au moment de l'abattage, et qui ont vécu une vie sans stress. Donc, le stress de l'animal va vraiment affecter la tendreté de la viande aussi, puis la vitesse des gains de poids. Donc, nous, même si c'est pas une viande qui est grasse, ils prennent du poids rapidement. Donc, ça a un impact positif sur la tendreté de la viande. Et le fait qu'ici, tout est là pour qu'il y ait la vie la plus paisible possible. Donc, on dit, c'est sûr, on a fait le choix de se nourrir avec de la viande. Donc, ça implique qu'il y a un animal qui est mort pour nous. Mais le privilège que j'ai, moi, en tant qu'éleveur, c'est de contrôler la façon dont ils vont vivre. Donc, on considère vraiment qu'avoir une vie comme ça, en groupe, au pâturage, les 4 pieds dans l'herbe fraîche, à respirer de l'air pur, ce soit la meilleure façon de vivre là, pour eux. Puis, ça paraît aussi dans la tendreté de la viande. Donc c'est un peu ça, là. Non, il y a... Jamais d'attachement face à l'animal. Est-ce que vous avez des fois Est-ce que ça vous fait quelque chose quand ils vont à l'abattoir? Bien, c'est sûr que moi, je passe mes journées avec eux là, du mois de mai au mois de novembre. Fait que de les embarquer dans la remorque, ça fait tout le temps un petit pincement. Mais ce que je me dis, c'est qu'ils ont joué leur rôle dans l'écosystème, puis c'est la chaîne alimentaire qui se continue. Tu sais, c'est de la viande que je mets dans l'assiette de mes enfants, puis qui se retrouve dans chacune des familles de mes clients.
et dont je suis fière parce que je sais que c'est une viande de qualité qui a été élevée dans le respect des bêtes, dans le plus grand respect des bêtes et de l'environnement. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il faut concentrer nos efforts dans notre système alimentaire, là, de continuer de se nourrir le plus possible en respectant l'environnement. Puis, il faut s'assurer d'avoir un écosystème agricole qui va être durable puis qui va être capable non seulement de produire demain, mais dans 100 ans encore. C'est dur à dire. Dans 10 ans, on le prend vraiment 2-3 ans à la fois. Là, pour les prochaines années, on vise encore à implanter des nouveaux pâturages, puis à mettre des clôtures, puis à faire augmenter notre troupeau. Déplacer un troupeau de 100, c'est pas plus long que de déplacer un troupeau de 15. Donc, même au contraire, ça se travaille très bien, des grands groupes. Il y a d'autres là, producteurs un peu partout là, qui ont des groupes de 100, 150, 200, puis ça se travaille très bien ensemble. Donc, pour les déplacements, tout ça, on a tout avantage là, à avoir des groupes, là, ça reste relatif. Là. On ne parle pas de 5000 têtes, là. Mais un groupe de 100, 150. Donc, dans les prochaines années, c'est clair qu'on veut que le troupeau continue de grossir, mais on veut aussi inciter des nouveaux producteurs ou des producteurs existants à inclure les pâturages davantage dans leur élevage. C'est dans l'avantage de tout le monde, là, autant de l'environnement que de la qualité de viande qui se retrouve dans l'assiette du consommateur que pour les animaux, pour la santé, le bien-être des animaux. Donc, on veut vraiment là, partager notre vision, si on veut, de l'agriculture puis nos façons de faire au pâturage là, avec le plus grand nombre possible pour qu'il y ait de plus en plus de fermes comme la nôtre qui émergent un peu partout au Québec. Hein? Quand on recule de 20 ans, là, quand nous, on était à l'université, des paniers de légumes là, bio, là, il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça. Puis maintenant, on en a, c'est plus accessible. Là. Il y en a un petit peu partout en province. Bien, c'est un peu ça qu'on aimerait voir avec le bœuf à l'herbe puis le bœuf de pâturage, c'est qu'ils se mettent à avoir des fermes là, qui offrent ce type de viande-là un peu partout en province. J'ai envie de revenir à toi. Tu sais que c'est pas le profil fille, là. tu te démarques. Est-ce que par rapport aux autres filles, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on te dit, ah, t'es vraiment spécial, toi, je sais pas, là? Bien, des filles en agriculture, il y en a, mais on les voit pas tout le temps autant que les hommes, là. Mais, tu sais, ceci dit, avec le type de ferme qu'on a, c'est une ferme qu'on a montée vraiment à notre image. Hein? Puis, étant donné que c'est moi qui fais la majorité des opérations là, au quotidien, bien, on a monté une ferme qui se fait bien par une fille de mon gabarit. Donc, tu sais, c'est ça, je suis allée avec mes intérêts puis avec mes capacités. Donc, je pense que ça se fait très bien, là, même, tu sais, qu'on soit fille ou gars, là. Oui, mon conjoint Frédéric me donne un solide coup de main, là, surtout au niveau des infrastructures, là, des valves, puis des réseaux d'eau, puis de ce type de travaux-là, qui est nettement meilleur que moi là, dans ce domaine-là. Il a plus de connaissances là, que moi. Donc, oui, il donne la fin de semaine un solide coup de main, oui. Ce que je vois, c'est comme une espèce de microclimat parce que c'est entouré d'arbres. Est-ce que vous avez eu à défricher puis ou c'était comme ça? Non, c'était comme ça. Les arbres, nous, on les a pas coupés, même qu'on en a plantés. Puis c'est quelque chose qu'on veut voir encore plus là, dans le futur. Dans les prochaines années, on va certainement en planter encore davantage pour faire de l'ombre, pour briser le vent, puis pour augmenter la biodiversité aussi, là, aller chercher des oiseaux, puis toutes sortes de faune qu'on veut voir en quantité plus abondante ici. Là. Ils me reconnaissent, ils reconnaissent ma voix. Oui. Si je m'en vais, bien, vous allez voir tantôt quand je vais faire le changement, là, peu importe où ils sont, je m'en vais. Non, ils ne courront pas, ils vont me suivre, c'est ça. Fait que des fois, là, ils étaient dans le fin fond, proche de la tour d'Hydro, justement, puis il fallait les emmener dans le dôme. Donc, on les fait traverser, là, vis-à-vis le poteau qui est là, à peu près, là. Fait que là, je les appelle, puis ils me suivent. Venez, venez, venez. Puis là, ils vont s'en venir, puis ils me suivent. C'est ça. On met des cordes blanches comme ça de chaque côté. Bien, la première étape, c'est les pancartes. Donc, on a des pancartes là, en signe de vache avec un trépied un peu comme ceux dans la construction, là, avec 2 drapeaux oranges. Fait qu'on met ça plus éloigné pour que les gens commencent à ralentir. Après, on met des rubans comme ça. Puis là, on traverse le troupeau, on roule nos rubans. Et c'est terminé. Donc, ça va quand même bien. Là. Oui.